Ce matin, un mot domine l'actualité économique mondiale, fragmentation. Fragmentation monétaire d'abord. Moscou envisagerait un retour spectaculaire au dollar après des années de dédollarisation forcée. Un signal fort alors que la guerre en Ukraine redessine les alliances financières. Fragmentation énergétique ensuite, puisque de Cuba à l'Europe, le pétrole redevient une arme diplomatique, un levier d'influence et un test des sanctions américaines, fragmentation commerciale aussi. Les droits de douane américains ont été multipliés par 5 en un an, mais qui paie réellement la facture? Les exportateurs étrangers ou bien les entreprises et les ménages américains? Et pendant ce temps, eh bien, l'économie américaine envoie des signaux contradictoires. Un marché du travail solide en apparence, un immobilier qui cale brutalement et une réserve fédérale sous pression. Enfin, sur le front climatique et migratoire, les choix politiques s'intensifient. Dérégulation environnementale à Washington, référendum stratégique en Suisse, deux décisions qui interrogent le modèle de croissance occidentale. Et derrière ces actualités dispersées, une même question, le monde s'organise-t-il autour de blocs rivaux ou autour du dollar? Le Kremlin envisagerait un revirement économique historique, un retour au dollar dans ses transactions internationales, selon un document interne révélé par Bloomberg. Cette note secrète, rédigée cette année par des hauts responsables russes, propose un méga partenariat avec l'administration Trump en échange d'un règlement de la guerre en Ukraine. 7 points de convergence sont détaillés, dont une réintégration spectaculaire au système des règlements en dollars, un complet U-turn après 4 ans de dédollarisation forcée. Baptisé Package Dmitriev par Kiev du nom du négociateur russe Kirill Dmitriev, ce plan audacieux dessine une alliance stratégique sur les énergies fossiles. Moscou et Washington collaboreraient sur le pétrole offshore, le gaz naturel et les matières premières critiques au détriment des technologies vertes européennes. Les entreprises américaines seraient indemnisées pour leurs pertes passées en Russie avec des investissements massifs prévus. Ces propositions font directement écho aux priorités de Donald Trump, rejet des éoliennes, affaiblissement des liens sino-russes et renforcement du dollar comme monnaie roi. Pour la Russie, par contre, ce retour au dollar promet un élargissement des marchés financiers et une stabilité d'échange après des années de volatilité sous sanctions. Mais ce pari se heurte de front à la stratégie de Vladimir Poutine qui a bâti une économie en yuan et roupie avec Pékin comme pivot central. Les experts occidentaux briefés sur le document jugent l'accord extrêmement improbable. La Chine, fournisseur clé de la machine de guerre russe, ne tolérerait pas ce rapprochement. Géopolitiquement, cette offre tactique vise à diviser les alliés européens de l'Ukraine tout en testant la Maison-Blanche. Elle s'inscrit dans un marchandage global, lever des sanctions contre un cessez-le-feu, et si elle échoue, elle aura au moins exposé les contradictions russes. Le dollar, arme de paix ou d'influence, l'équation reste explosive. Le Kremlin, toujours, a annoncé hier qu'il étudiait activement une aide à Cuba pour pallier la sévère pénurie de carburant, rejetant toutefois toute escalade avec Washington malgré la menace américaine de droits de douane contre tout pays exportant du pétrole vers l'île. Cette décision russe intervient dans un contexte critique pour la Havane puisque l'embargo américain renforcé sous l'administration Trump, combiné à l'effondrement des exportations pétrolières vénézuéliennes, a plongé Cuba dans une crise énergétique sans précédent. Les pannes d'électricité massive paralysent l'industrie et les services publics, menaçant la stabilité sociale. Moscou confirme des livraisons humanitaires de pétrole sans préciser volume ni calendrier, mais ce geste s'inscrit dans une logique stratégique plus large. Sur le plan diplomatique, le Kremlin mise sur un dialogue constructif avec Washington tout en soutenant fermement son allié historique. Cette posture illustre donc un dosage habile, coopération rhétorique et défi économique discret. Pour la Russie, Cuba reste un levier précieux en Amérique latine permettant de contrer l'influence américaine dans son arrière-cour géopolitique et de tester la fermeté des sanctions américaines. Économiquement, cette opération dépasse l'aide bilatérale en se positionnant
Comme fournisseur alternatif, Moscou adresse un message aux autres nations dépendantes du pétrole vénézuélien, Nicaragua et peut-être d'autres. Cela renforce son rôle de pivot énergétique face aux pressions occidentales tout en diversifiant ses débouchés pétroliers hors sanctions européennes. La crise cubaine devient ainsi un microcosme des rivalités globales. Washington verrouille, Moscou contourne et la vanne survit. Un jeu d'échecs où l'énergie sert d'arme stratégique et où chaque baril ravivé pèse dans la balance des influences russo-américaines. Une stabilisation cubaine dépendra moins de l'aide russe que d'une détente improbable entre superpuissances. Les demandes d'allocation chômage hebdomadaire aux États-Unis ont reculé à 227 000 début février contre 232 000 la semaine précédente. Un chiffre conforme aux attentes dans la fourchette habituelle depuis 2 ans, entre 192 000 et 237 000. À première vue, le marché du travail américain tient bon, mais les détails révèlent une réalité plus nuancée. Les initial claims qui mesurent les nouveaux licenciements restent stables. En revanche, les continuing claims grimpent, elles, à 1,86 million, signe que les chômeurs peinent à retrouver un emploi. Les entreprises licencient peu, mais finalement embauchent avec prudence. Le rapport d'emploi de janvier confirmait cette tendance, 130 000 postes créés, un taux de chômage à 4,3%, et pourtant, les révisions montrent un essoufflement sous-jacent. En 2025, la croissance réelle de l'emploi a stagné à moins de 15 000 postes par mois en moyenne. Et pour les économistes, les interprétations divergent. Certains y voient un atterrissage en douceur après le resserrement monétaire, d'autres craignent un ralentissement durable de la demande intérieure qui pèserait in fine sur la consommation et la croissance. La Fed, elle, scrute ces indicateurs comme un sismographe. Un marché trop solide retarderait les baisses de taux, un marché trop faible, elle anticiperait une contagion à l'investissement et au crédit. Le contexte géoéconomique complique cette analyse. Une politique migratoire plus restrictive contracte l'offre de travail, masquant des disparités sectorielles, construction et industrie en tête. Ainsi, ce chiffre de 227 000 symbolise un équilibre fragile, une économie sous haute surveillance entre résilience apparente et vulnérabilité profonde, une stabilisation, oui, mais sous tension monétaire et politique. Les tempêtes de neige n'expliquent pas tout, mais elles n'ont rien arrangé. En janvier, les ventes de logements aux États-Unis ont reculé de 8,4%, leur plus forte baisse mensuelle depuis début 2022. Selon la National Association of Retailers, le volume annualisé corrigé des variations saisonnières tombe à 3,91 millions d'unités, mettant fin à 4 mois de hausse consécutive. Un retournement brutal, et ce alors même que les économistes tablaient sur une baisse 2 fois moindre. Et derrière ce coup d'arrêt météorologique se cache un malaise plus profond. La confiance des ménages américains s'effrite. Les Américains hésitent à s'engager dans de grands achats, redoutant un ralentissement de l'économie et une fragilisation du marché de l'emploi. Cette prudence, elle se traduit par un allongement des délais de vente, 46 jours en moyenne contre 41 un an plus tôt. Pourtant, certains signaux économiques sont favorables. Les taux hypothécaires moyens à 30 ans se sont repliés à 6,1%, leur plus bas niveau depuis un an, et les salaires progressent plus vite que les prix de l'immobilier. Mais ces facteurs ne suffisent pas à compenser la pénurie persistante de logements. À fin janvier, le stock atteignait 1,22 million d'unités, soit seulement 3,7 mois d'approvisionnement au rythme actuel des ventes, et loin donc de l'équilibre. Résultat, les prix repartent vers le haut avec un prix médian de 396 800 $, un record. Pour un mois de janvier, les biens d'entrée de gamme se raréfient quand le segment du luxe reste dynamique. Un décalage qui illustre une réalité plus large. La reprise du marché immobilier amorcée fin 2025 reste fragile et sélective, étant que l'offre ne s'élargira pas et que le climat économique demeure incertain. Ce pilier majeur de la consommation américaine continuera de refléter une économie encore en quête de confiance. En 2025, les États-Unis ont intensifié leur politique tarifaire, portant le taux moyen appliqué aux importations de 2,6% en janvier à 13% en décembre, principalement à travers des droits additionnels sur les produits chinois et quelques autres pays ciblés. Selon
Une étude de la Réserve fédérale de New York, publiée hier, l'incidence économique de ces droits a été quasiment entièrement supportée par les importateurs américains, avec 94% du fardeau sur les 8 premiers mois, puis 86% en novembre, traduisant une légère répercussion vers les exportateurs seulement en fin d'année. Cette asymétrie, elle s'explique par le fait que les exportateurs étrangers n'ont tout simplement pas significativement réduit leur prix à l'exportation malgré l'augmentation spectaculaire des droits, illustrée par la surtaxe de 125 points de pourcentage sur certains produits chinois en avril-mai, suivi d'un reflux de 115 points de pourcentage. Au final, pour un droit moyen de 13%, le prix des biens importés aux États-Unis a augmenté de 11%, un impact considérable sur les coûts des entreprises et sur le pouvoir d'achat des consommateurs outre-Atlantique. Les données montrent également un réajustement significatif des chaînes d'approvisionnement. La part de la Chine dans les importations américaines est tombée de 25% en 2017 à moins de 10% en 2025, tandis que le Mexique et le Vietnam ont augmenté leur part de marché. Ces changements illustrent donc le coût structurel du protectionnisme. Les entreprises doivent réorganiser leurs approvisionnements, absorber des coûts logistiques plus élevés et ajuster les prix de vente, créant des distorsions économiques internes. Sur le plan analytique, l'étude révèle deux enseignements clés. Premièrement, les droits de douane ne protègent pas mécaniquement les producteurs nationaux. Le transfert intégral des coûts vers les consommateurs et importateurs réduit le bénéfice réel pour l'industrie ciblée. Et deuxièmement, cette politique génère des effets secondaires négatifs. Hausse des prix à la consommation, distorsion des marchés et perturbation des flux commerciaux mondiaux. Et d'un point de vue économique critique, le modèle protectionniste américain de 2025 pose cette question. Vaut-il mieux subir un choc tarifaire interne ou laisser l'ajustement se faire par la compétitivité des exportateurs étrangers ? Les chiffres montrent que la stratégie choisie pèse lourdement sur l'économie domestique sans garantie d'amélioration durable de la balance commerciale et soulève des interrogations sur sa reproductibilité comme modèle économique viable. C'est un séisme juridique et industriel. Le président américain Donald Trump a annulé la conclusion de danger adoptée en 2009 sous Barack Obama, par laquelle l'Environmental Protection Agency reconnaissait que 6 gaz à effet de serre, dont le CO2 et le méthane, menaçaient la santé publique. Et pourquoi est-ce crucial ? Tout simplement parce que ce texte constituait le socle juridique de toute la régulation climatique fédérale, normes automobiles, centrales électriques, secteur pétro-gazier, aviation, et sans lui, l'architecture réglementaire vacille. La Maison-Blanche parle de la plus grande déréglementation de l'histoire américaine et promet 2 400 $ d'économies par véhicule, plus de 1 000 milliards de dollars de coûts évités. Argument central, rendre les voitures moins chères et redonner de l'oxygène à l'industrie américaine asphyxiée par des standards trop stricts. En face, les ONG environnementales, elles, dénoncent un recul historique. Selon leurs calculs, des véhicules moins efficaces pourraient coûter 1 400 milliards de dollars supplémentaires en carburant et provoquer 58 000 décès prématurés, plus de 37 millions de crises d'asthme. Une analyse coût-bénéfice intégrant le social cost of carbon entre 51 et 190 $ la tonne renverse cette équation en faveur d'une régulation maintenue. Mais au-delà du choc politique, l'enjeu est stratégique. Les constructeurs américains pourront-ils vendre des véhicules moins sobres dans un monde où l'Europe et la Chine durcissent leurs normes ? Le risque est double, perte de compétitivité à l'export et exposition accrue aux risques climatiques qui pèsent déjà sur les chaînes d'approvisionnement. Et derrière cette bataille climatique se profile une bataille institutionnelle. Trump pousse vers la Cour suprême pour rendre ce retrait irréversible, fragilisant la prééminence fédérale et multipliant les contentieux étatiques. Moins de régulation vraiment, ou plus d'incertitude, plus de volatilité pour les industriels comme pour l'économie réelle, affaire à suivre de très près. La Suisse votera cet été sur une proposition qui suscite déjà de vifs débats. L'Union démocratique du centre, parti d'extrême droite, veut limiter la population du pays à 10 millions d'habitants. Un objectif que le gouvernement soumettra à référendum le 10 juin prochain. Et si elle est adoptée, cette initiative obligerait les autorités à restreindre l'immigration dès que la population dépasse 9,5 millions, y compris pour les demandeurs d'asile et les familles de résidents étrangers. Aujourd'hui,
La Suisse compte environ 9,1 millions d'habitants, dont 27% d'étrangers. La croissance démographique 5 fois plus rapide que celle des pays voisins a accompagné un fort dynamisme économique, plein emploi, prospérité financière, attractivité pour les multinationales. Mais le revers de cette réussite se lie dans les tensions sur le logement, les infrastructures et les services publics que l'UDC transforme en argument politique central. Mais pour ses opposants, eh bien, cette mesure serait un dangereux pari économique, puisqu'en cas de dépassement du seuil, Berne devrait renoncer à la libre circulation des personnes avec l'Union européenne, son principal marché d'exportation. Or, près de la moitié des exportations suisses partent vers l'Union européenne et de nombreuses entreprises, notamment Roche, UBS ou bien Nestlé, dépendent de la main-d'œuvre européenne. Le lobby patronal Économie suisse met en garde contre une initiative chaotique susceptible de provoquer des délocalisations et une baisse des recettes fiscales. Ce référendum illustre un dilemme typiquement helvétique. Comment concilier ouverture économique et volonté de maîtrise migratoire? À 6 mois du vote, les sondages montrent un pays divisé entre crainte du surpeuplement et peur d'un isolement économique. Un débat qui, au fond, interroge la place que la Suisse souhaite occuper dans une Europe interconnectée, mais sous tension. Attardons-nous désormais un instant sur ce que les investisseurs vont suivre de près aujourd'hui. Et comme annoncé, eh bien, c'est l'inflation aux États-Unis, le CPI, qui sera attendu de très près et qui sera publié à 14h30. Il est attendu stable si l'on raisonne en données mensuelles et en légère baisse si l'on raisonne en glissement annuel. Côté entreprise, peu de choses à se mettre sous la dent, si ce n'est L'Oréal en France. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète. Hier et en Europe, les principales places financières ont terminé en ordre dispersé, réduisant leurs gains initiaux sous l'effet des pertes de Wall Street, malgré des résultats encourageants de plusieurs grandes entreprises. À Paris, le CAC 40 a progressé de 0,33% à 8340 points, après un record en séance à 8437 points. Francfort est resté stable à plus 0,01%, tandis que Londres a reculé de 0,67%. L'Eurostock 50 a perdu 0,4% et le Stock 600 a reculé de 0,49%. À New York, la bourse a terminé en nette baisse, le Nasdaq reculant de 2%, les investisseurs se détournant des valeurs technologiques face aux inquiétudes sur les perturbations que pourrait provoquer l'intelligence artificielle dans certains secteurs d'activité. Le Dow Jones a perdu 1,34% à 49 451 points. Le S&P 500 a cédé 1,57% à 6 832 points. Malgré des gains en début de séance, le marché a favorisé les secteurs défensifs, notamment les services publics et l'immobilier à la veille des données sur l'inflation. Enfin, les cours du pétrole ont reculé hier sous l'effet de la volonté affichée de Donald Trump de poursuivre les négociations avec l'Iran et des craintes de surplus en 2026. Les déclarations du président américain à l'issue de sa rencontre avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont quelque peu réduit le risque géopolitique, mais les tensions persistent autour des objectifs divergents de Washington et Téhéran sur le nucléaire, les missiles balistiques et le soutien aux groupes armés. Par ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie a légèrement abaissé ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole en 2026 à 850 000 barils par jour contre 930 000 précédemment, renforçant ainsi la pression sur les prix. Donc, globalement, le pétrole s'inscrit dans une vague de repli des matières premières et dans ce contexte, eh bien, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison avril a perdu 2,71% à 67,52 $. Quant à son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison mars, il a lui reculé de 2,77% à 62,84 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 13 février 2026 et juste après, comme convenu, nous retrouverons Antoine Quesada et son Chronodax qui va nous expliquer comment se comporter dans un marché prudent à quelques heures de la publication de la très attendue évolution de l'inflation aux États-Unis. À tout de suite sur Téléfinance.